Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui un confrère, Alafé Ouakili, qui est journaliste et auteur de Instant de vie. C'est un roman qui est paru il n'y a pas très longtemps. Oui, un peu quand même, depuis 2009, ça fera bientôt 3 ans. C'est pas une autobiographie? Pas tout à fait, un peu. Mais vous y racontez la vie d'un journaliste quand même. Un journaliste et puis d'autres personnages, un commerçant, quelques personnages, des avocats, des médecins. Il n'y a pas que le journaliste. Et puis, il a été écrit avant que je devienne moi-même journaliste. D'accord. Est-ce que c'est la réalisation d'un rêve? Est-ce que c'est un témoignage par rapport à des instants précis de vie dans votre pays, la Côte d'Ivoire? De quoi s'agit-il concrètement? C'est la réalisation d'un rêve. Tout jeune, j'avais envie d'écrire et au lycée, avant, au collège, je prenais des notes. Et ce sont ces notes-là que, arrivé à une possibilité d'écrire, que j'essaie de mettre en ordre pour produire ce roman qui est aussi quelques instantanés de la vie, effectivement, en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut dire, parce que le portrait que vous dressez du journaliste n'est pas toujours très flatteur dans ce livre. Oui, c'est un journaliste qui a eu des difficultés. Il avait une conception du journalisme qui n'était pas bien perçue par les autorités, dans un contexte de parti unique à l'époque. Et donc, ça a été difficile pour lui d'émerger et il a rencontré de nombreuses difficultés. Donc, on essaie de rendre compte de cette situation. La Côte d'Ivoire, là, pour entrer dans l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, qui n'est pas du tout de la fiction, a connu des périodes très compliquées, a connu au moins 10 années de crise avant les élections, puis une crise post-électorale qui a duré presque la moitié d'une année. Comment, en tant que journaliste cette fois, et réellement, avez-vous vécu ces périodes douloureuses? Nous avons vécu ça dans la tension, dans l'inquiétude et dans la pression. Les journalistes étaient un peu des cibles et puis des acteurs des parties prenantes. Les journalistes n'ont pas pu se contenter d'être de simples observateurs, de simples témoins. Ils sont devenus des acteurs par la force des choses, acteurs d'un côté, acteurs de l'autre. Et donc, dans une telle situation, on devient partie prenante et on devient une cible. Donc, il fut des moments où des journalistes ont été pris pour cible par les uns et les autres, par les différents acteurs, puisque l'action était menée au-delà de la pratique de la profession. Chaque journaliste s'est considéré aussi comme acteur. Il y avait une cause à défendre, de part et d'autre. Le journaliste s'est retrouvé citoyen. Il était question pour lui de poser un acte de citoyenneté et non un acte de journalisme. Donc, il y a des risques, il y a des périls si on ne sait pas faire la part des choses. Et nous avons vécu ça dans cette difficulté et puis aussi dans cette confusion. D'accord. En Afrique subsaharienne, je crois que la Côte d'Ivoire est l'un des rares pays qui a plus de 16 quotidiens. Et parmi ces quotidiens-là, il y en a qui sont édités par des partis politiques. Vous trouvez que c'est normal ou qu'on devrait régenter ça autrement? Ils ne sont pas tout à fait édités par des partis politiques, mais ils sont proches des partis politiques. Ils ne sont pas directement édités par des partis politiques. Je pense qu'il faut peut-être interpeller davantage la conscience des professionnels, des journalistes, afin qu'ils sachent faire la part des choses et aussi demander aux politiques d'avoir du recul et de souhaiter que les journalistes deviennent plus professionnels dans l'intérêt de toute la communauté. D'accord. Est-ce que vous pensez que l'expérience du Rwanda avec cette fameuse radio des 1000 collines dont on a beaucoup parlé et qui avait marqué d'un curseur assez important la vie médiatique sur le continent, que cet exemple-là a permis d'atténuer ou d'exacerber la situation en Côte d'Ivoire concernant le rôle du journalisme en temps de conflit? Vous savez, 1000 collines au Rwanda, c'est des tristes mémoires. Tout le monde donne cela comme le non-exemple, c'est qu'il ne faut pas reproduire, mais on a souvent le sentiment que le message n'est pas bien passé, que le Rwanda est un peu trop loin de nous, ça fait 10, 15 ans, on a oublié. Oui, cet exemple... Plus de 15 ans, c'était en 94. Oui, on a oublié, ça fait 17 ans, voilà, on a oublié le Rwanda. Quand on voit ce qui s'est passé un peu chez nous, on a le sentiment qu'on a oublié Radio 1000 collines. Il faut peut-être de plus en plus essayer de rappeler ça à la mémoire
afin qu'on sache qu'il y a des choses qu'on ne doit plus faire parce que nous sommes allés très loin en Côte d'Ivoire dans l'exacerbation de la division et de la haine. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, ces plaies-là, on commence déjà à les penser? Il y a une commission qui doit normalement s'y atteler, celle qui est chargée du dialogue, de la vérité, de la conciliation. Tout à fait. Est-ce qu'elle fait son travail, selon vous? Est-ce que, je ne vous demande pas d'être juge, mais juste de donner votre avis d'observateur averti comme journaliste? Elle essaie de faire son travail, mais il faut reconnaître que c'est difficile. Le président de la commission essaie d'avancer, il mène des consultations, il a annoncé un dialogue national suite aux récents événements, mais j'avoue que c'est difficile. On essaie de penser les plaies et le président de la République et les autorités, ils sont dans une dynamique à deux réalités, deux contraintes. La contrainte de la réconciliation et aussi la contrainte de la lutte contre l'impunité. Les exigences de la justice et les exigences de la réconciliation. Comment mener ensemble les deux? Vous savez, quand on parle de réconciliation, on parle de pardon, on parle d'oubli. Mais quand on parle de justice, on parle de sanctions. Que faut-il faire? Faut-il aller uniquement à la réconciliation ou faut-il d'abord aller à la justice? En Côte d'Ivoire, les autorités ont décidé de faire les deux ensemble. C'est difficile. Le message de la réconciliation risque d'être brouillé par les actions de justice et les actions de justice risquent d'empêcher que la réconciliation avance. Et c'est dans ces deux contraintes que le gouvernement doit évoluer et ce sont ces réalités que le président de la commission Vérité et Réconciliation doit prendre en compte. Ce n'est pas facile. D'accord. Au début du mandat de Laurent Gbagbo, quand il a été élu dans les années 2000, il avait fait de la liberté de la presse un principe intangible de son mandat. Est-ce qu'aujourd'hui, on a dévié de cette priorité-là? Il en a fait un principe, oui. Il y a eu des avancées. Il y a eu une loi qui a été votée en 2004 qui interdisait que les journalistes aillent en prison pour des délits de presse. Mais depuis lors, et aussi jusqu'à aujourd'hui, on tente de dévier, des politiques tentent de dévier, des gouvernants tentent de dévier. Il y a eu l'affaire Guy André Kiefer, il y a eu probablement d'autres affaires. Voilà, c'est-à-dire que les gouvernants tentent de dévier parce que les gens ont le sentiment que le journaliste est un intouchable qui peut se permettre de faire tout ce qu'il veut. Donc, il y a des tentatives de contourner la loi et de trouver des délits qui ne sont pas des délits de presse permettant, dans des petites failles, de mettre en difficulté les journalistes. Ça a commencé sous l'ancien régime et aussi avec les nouvelles autorités. Il y a cette tentation. C'est pour ça que les professionnels essaient de se mobiliser pour empêcher que ça aille plus loin. Récemment, vous avez vu, il y a 3 journalistes, 3 confrères qui ont été interpellés, de notre voix, qui ont été interpellés. Heureusement, la justice a réglé le dossier, ils ont été libérés. Mais ce n'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. Il y a cette volonté souvent des politiques de profiter des opportunités que la loi offre pour dire non, ce n'est pas un délit de presse et puis d'emmerder, entre guillemets, les journalistes là-dessus. Mais je crois que si nous restons mobilisés au niveau de la profession, nous pourrons combattre ce type de tentation sans oublier notre part de responsabilité qui est la nôtre pour éviter de jeter l'huile sur le feu dans un contexte très difficile. D'accord. On parlait souvent à Abidjan de presse jaune. Presse jaune, non. Il y a la presse bleue et il y a la presse verte. La presse bleue, c'est la presse qui est favorable peut-être au camp Gbagbo, dont la couleur du parti, la couleur dominante est le bleu. On aurait pu parler de presse orange, puisque l'orange fait RHDP aujourd'hui, mais c'est resté vert parce que vert, c'était des couleurs un peu du PDCI, la presse verte et puis la presse bleue. Peut-être la presse verte doit devenir orange aujourd'hui. Orange, marée RHDP, avec un peu RDR. Donc, mais il n'y a pas de jaune. Le jaune, on parlera peut-être de péril jaune. Vous êtes atteint par le péril jaune? Non, pas du tout. Les Chinois ne sont pas intéressés par la Côte d'Ivoire? Si, très présents. Ils étaient déjà présents avant. Pendant ces dernières années, ces 10 années, je pense que ça continue. Et il y a des ministres ou un ministre qui était récemment en Chine. Je crois que la Chine est dans l'agenda du président. Et comme il a dit, la Côte d'Ivoire est ouverte à tout le monde. Donc les Chinois, ils sont déjà présents. Quand le président était à l'époque Premier ministre, c'est sous
sa primature que le Palais de la Culture a été construit avec la coopération chinoise et Mme Henriette Diabaté. Donc, la Chine, je pense que Ouattara connaît, il ne doit pas avoir de problème avec la Chine. Ils sont les bienvenus en Côte d'Ivoire comme partout en Afrique, je pense. N'en déplaise, malgré quelques inquiétudes de certains réseaux et de certaines relations privilégiées sur le continent. Vous ne voulez pas parler d'un précaré africain, vous ne voulez pas parler de France-Afrique, parce que c'est des termes qu'on a beaucoup entendus en Côte d'Ivoire ces dernières années, pour ne pas dire ces dernières semaines. Oui, France-Afrique. Moi, j'avoue que je suis d'une conception qui estime que les problèmes de l'Afrique sont le fait des Africains. Les solutions aux problèmes de l'Afrique doivent être le fait des Africains. Donc, par principe, la notion de France-Afrique ne m'emballe pas beaucoup. Très bien. En revanche, celle de panafricanisme vous emballe apparemment, oui, ainsi que votre héros qui en parle beaucoup, Ozizio. Oui. Comment est-ce que vous voyez l'Afrique de demain? Parce que cette année qui se termine a été très difficile pour l'Afrique et pour les Africains. Oui. Comment se dessine l'avenir de l'Afrique pour cette année 2012? L'avenir de l'Afrique, moi, je pense que c'est plus d'intégration, plus de rencontres, plus de liberté de circulation au niveau des populations, peut-être moins d'États, plus de rencontres entre les peuples et davantage de prise de conscience des sociétés civiles africaines pour qu'il y ait plus de rencontres et qu'on puisse s'affranchir des contraintes de l'État, des contraintes et servitudes de l'État qui empêchent souvent la coopération. Vous savez, en Europe, l'Europe s'est construite par la force, la volonté, la détermination des leaders, des grands leaders qu'on connaît depuis l'Allemagne à la France, qui ont construit l'Union européenne. En Afrique, je ne sais pas, on n'a pas, à part Nkrumah et puis quelques-uns, on n'a pas encore eu ces leaders visionnaires qui étaient prêts à sacrifier la souveraineté de leur pays pour construire l'Afrique. Et quel rôle le journaliste pourrait jouer dans cette construction du panafricanisme? Le journaliste et l'écrivain, il a un grand rôle à jouer. Le journaliste ou l'écrivain, les journalistes et les écrivains, ils ont un très grand rôle à jouer. C'est-à-dire? C'est-à-dire informer les peuples sur l'exigence de l'intégration, l'exigence de l'unité et faire comprendre que chacun, dans ses limites territoriales, n'a pas la capacité de se développer et d'affronter les défis du monde. La Chine, vous voyez, que peut la Côte d'Ivoire face à la Chine? Rien. La Chine fait trembler la France. La Chine fait trembler les États-Unis. Mais si la Chine fait trembler le monde. On dit que quand la Chine s'éveillera, le monde, et la Chine s'est éveillée, le monde tremble. Nous, Côte d'Ivoire, nous, Mali, que pouvons-nous face à la Chine? Merci beaucoup Alafé Ouakili. Je rappelle qu'il y a eu un titre très récent, « Quand l'Afrique s'éveillera, la Chine tremblera ». Oui. Espérons que cette prédiction-là se réalise. Merci d'être venu. Beaucoup. Je rappelle que vous êtes auteur de Instant de vie et que vous êtes également journaliste. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entretien du jour. À bientôt.